Bonjour. Donc je vous remercie d'être venu pour cette conférence débat. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc là, vous le savez, donc il s'agit du problème du risque financier. Donc on va évoquer les analyses et après les analyses économiques, les analyses neuro et puis les analyses techniques et des praticiens. Donc là, dans l'ordre, le professeur Christian Schmitt de l'Université Paris-Dauphine va intervenir pour présenter les problèmes d'analyse neuroéconomique du risque. Après, donc, le professeur Jean-Claude Dreher interviendra pour l'analyse en termes de neurosciences. Après, donc, Luc Meunier de l'Université de Grenoble interviendra pour les analyses techniques, en fait. Et puis, donc, Christophe Olivier interviendra comme gestionnaire de patrimoine pour vous montrer comment, dans l'arrêté, quels sont les risques que l'on analyse et après, comment on analyse ces risques dans l'arrêté. Voilà. Merci. Bien, bonjour. Vous savez déjà quel sera le programme. Moi, je pose une question de faux naïf. Pourquoi une neuroéconomie est intéressante et aide à comprendre et à analyser les risques financiers? Alors, le problème me semble d'une actualité par rapport à la thématique générale des GECO, parce qu'on essaye d'aller aux racines des incertitudes actuelles du monde financier. En fait, c'est ça le sujet. Et il me semble qu'on peut dégager tout de suite 2 degrés d'incertitude. Ça, c'est important. Premièrement, on a une grande diversité d'incertitudes liées à l'économie, à la géopolitique, aux technologies, au comportement face à ces nouvelles technologies ou à la géopolitique, et à leurs difficiles interactions qui sont mal comprises, etc. Tout ça est cause d'incertitude et de risque. Puis il y a un deuxième degré qu'il ne faut pas oublier, c'est l'appréhension de ces incertitudes est elle-même incertaine. Le traitement alternatif par des mesures, par des indicateurs qui sont incertains et qui peuvent se contredire. Donc les moyens que nous utilisons pour mesurer ou pour observer l'incertitude sont eux-mêmes incertains. Et je voudrais vous montrer que, notamment, selon les termes temporels qui sont choisis, vous n'avez pas la même mesure du risque. Puis enfin, nous ne sommes pas, et on développera l'affaire, nous ne sommes pas insensibles au risque. Il y en a certains qui aiment le risque, d'autres qui sont averses au risque, et cette attitude souvent non consciente que de nos réactions au risque vont aussi influencer ce deuxième degré d'incertitude, donc cette perception et cette analyse des risques. Voilà pour... Alors, commençons par quelque chose qui est très connu par tous les économistes. Je prends la vieille présentation qui remonte à 1921, Frank Knight, qui disait, au fond, il y a 3 catégories fondamentales de risques. Il y a la notion de l'incertain, c'est-à-dire que nous avons des mondes possibles, dans le langage technique, mais on n'a pas du tout d'estimation sur leur apparition. Bon, c'est l'incertitude. Puis on a le risqué. Alors le risqué, c'est la même chose. On a une connaissance des mondes possibles, mais on a un avantage, on a une mesure probabiliste. Donc on a une probabilité que tel monde se présente plutôt que tel autre. Et puis enfin, il y a une 3e catégorie, la plus complexe et parfois la plus attirante, peut-être la plus fréquente, l'ambigu. C'est-à-dire qu'on a effectivement des mondes possibles, mais nous n'avons qu'une estimation incomplète de ces probabilités d'apparition. Alors ça peut être incomplète, ça peut aller on a une très faible connaissance, on en a beaucoup. Concrètement, il y a 10 états du monde, on a une probabilité sur certaines, et puis il y a 3 états où il y a... Ça peut être également, on a des informations
mesurés en probabilité, mais qui sont contradictoires. L'exemple type, c'est que vous avez un expert qui vous donne cette mesure probabiliste, puis un autre qui en donne une autre, et vous n'avez pas le moyen de faire un choix entre les deux expertises. Et vous avez toute une série de cas intermédiaires. Donc le cas ambigu est lui-même fréquent et lui-même ambigu, comme je vous le montrerai. Alors, les hypothèses et discussions, il y a 2 points qui sont critiquables dans cette présentation classique en théorie économique. La première, c'est que, en fait, les états du monde, ils sont supposés connus du décideur dans les 3 catégories, ce qui n'est pas vrai. En fait, nous n'avons pas une connaissance, nous avons des croyances sur. En plus, deuxième critique, la variable de différenciation réside dans l'estimation probabiliste. Où elle existe, elle est complète, où elle n'existe pas, où elle est complète, où elle est ambiguë. Et là aussi, c'est très insuffisant parce qu'il y a d'autres modalités différentes et que, surtout, la notion de probabilité est une notion elle-même complexe. En ce sens, il y a des probabilités objectives, j'y reviendrai, puis il y a les probabilités que votre cerveau fait des chances d'apparition qui ne correspondent pas aux probabilités objectives. En plus, nous traduisons les probabilités objectives en termes subjectifs. Nous avons des préférences pour telle chose. Alors, justement, là arrive l'intérêt des neurosciences et de l'ouverture sur la neuroéconomie. Premier point, je l'ai suggéré, les anticipations sur les états du monde ne sont pas des réalités. Ce sont des anticipations du décideur sur ces réalités, ce qui est différent. D'où nous n'anticipons pas de la même manière cette réalité. Et même lorsqu'il y a des données objectives, quand nous préparons une action qui sera différente, nous n'avons pas le même traitement de ces états. Alors, ceci a une série de conséquences. Je vais un peu m'étendre sur 2 qui sont bien connus et qui nous devons à l'apport des neurosciences. Le premier, c'est qu'il y a 2 types tranchés d'incertitudes, nettement, qui sont associés à des mécanismes différents du fonctionnement cérébral. Et ça a été mis en évidence par 2 auteurs, mais beaucoup d'autres depuis, et je reviendrai un instant là-dessus. D'un côté, il y a je reviens sur la notion d'anticipation, qui est la notion clé. Il y a une incertitude anticipée. Vous anticipez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr. Bon. Mais vous vous attendez à quelque chose. Et dans ce cas-là, il y a un modèle top-down, comme on dit, c'est-à-dire que vous vous référez à un modèle de cette incertitude dans votre cerveau. Et vous avez un neurotransmetteur, mais ça, je parle sous le contrôle de mon voisin. Bon, l'acétycholine. L'autre cas, dont on ne parle pas beaucoup en économie, mais qui est central dans la décision concrète, c'est l'incertitude qui n'a pas été anticipée, qui est hors du champ de l'anticipation, et on peut l'appeler, c'est l'incertitude radicale, comme disait Knight, ou ça peut être la surprise. Il y a un auteur qu'on ne cite pas assez, Shekon, qui a travaillé en disant l'élément central de l'incertitude, c'est la surprise. Il arrive, si subitement il y a un incendie, s'il arrive un lion vous serez surpris. Hein. Bon, parce qu'aucun d'entre vous, sauf quand je vous le dis maintenant, ne l'avait anticipé. Or, il s'agit bien d'une incertitude. Et là, notre cerveau ne travaille pas du tout de la même manière. Il ne travaille pas du tout il ne peut pas travailler en modèle top-down, puisqu'il n'a pas de référence. Il va grappiller des informations de ci, de là, et il travaille sur des modèles qu'on appelle bottom-up, avec une prédominance d'un autre neurotransmetteur, mais là, encore une fois, je ne suis pas le meilleur spécialiste. Alors, ce qui est également intéressant, il faut le signaler, c'est que dans des mécanismes de décision concrètes, et notamment dans les décisions financières, où on en prend tout le temps, où il y a des séries de décisions, on bascule tout le temps d'un mécanisme à l'autre, puisqu'on part effectivement, en principe, d'une incertitude qui est anticipée. Si on n'avait pas d'anticipation, l'opérateur financier n'agirait pas, mais il peut avoir des surprises.
Et à ce moment-là, il va basculer d'un modèle de fonctionnement cérébral à un autre, avec les conséquences, je reviens sur l'introduction, sur le risque lui-même. Parce que la bascule elle-même entraîne des changements qui elle-même va se traduire par des risques ou par l'incertitude. Donc ces procédures sont extrêmement importantes, bien qu'elles soient assez élémentaires. On revient à des choses élémentaires, mais on essaye de les intégrer dans l'analyse économique factuelle avec ces applications aux finances pratiquées. Alors, la deuxième conséquence, qui est, je vais dire, aussi très classique, c'est, je l'avais suggéré tout à l'heure, qui dit anticiper par rapport à une attente. Sans ça, on n'anticiperait pas. On est motivé, pas gratuitement, par une attente. Alors, une attente de profit, une attente... Là, chacun peut définir son attente, mais sans attente, pas d'anticipation. Et dedans, depuis longtemps, il y a eu un travail important d'un neuroscientifique connu, Schultz, qui a mis en évidence ce qu'il appelle le circuit de la récompense. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on attend une récompense, non pas nécessairement strictement économique ou financière, mais une récompense pour soi. Je ne me suis pas trompé, j'ai pris le bon choix, j'ai gagné. Et donc, il y a une attente d'être récompensé, d'avoir pris cette décision. Il n'y a pas de mécanisme de décision sans, quelque part, un mécanisme d'attente. Or, le support de cette attente, c'est une émotion. Alors, c'est une émotion qui est « qu'est-ce que j'attends ?» Alors, on peut dire « j'anticipe un gain ». J'anticipe un gain, fait intervenir le circuit de la récompense d'une manière positive. J'anticipe quelque chose d'agréable. Si j'anticipe quelque chose d'agréable, ça n'est pas neutre sur le fonctionnement de mon choix. Donc, il n'y a pas non plus de choix neutre, eu égard au mécanisme d'anticipation du fameux reward. En sens inverse, alors, la tendance dans cette hypothèse-là, c'est que souvent, on va bien aimer le risque. Alors, si on a répété une expérience positive de cette attente, il y a une déviation, on sera peut-être porté à rechercher du risque, à prendre de plus en plus de risques. Alors, en revanche, on peut aussi imaginer un circuit qui n'est plus une récompense, qui est une anticipation active d'une mauvaise nouvelle. Bon. Si on anticipe si on a une anticipation négative, on a un autre mécanisme, j'ai cité, j'allais dire, les parts du cerveau qui sont activées, et même chose, si on répète cette attente malheureuse, on va chercher à éviter le risque, ce qui est également un décalage par rapport à une attitude neutre. Et ce décalage est chaque fois lié à une émotion, liée à une attente elle-même nécessaire à la construction d'une anticipation. Il faut voir là aussi que ce n'est pas irrationnel. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit, il y a une forme de rationalité qui a ses lois ailleurs, qui est dans ce type de comportement. Deuxième point que j'ai dit, premier point, c'était l'anticipation, l'incertitude, etc. Là, je vous ai dit, autre point faible de l'analyse économique, la seule mesure utilisée, c'est les lois de probabilité et des indicateurs qui sont dérivés de la probabilité. Or, le terme de probabilité lui-même a au moins 3 significations. La première, c'est la distribution objective. Ce sont ces probabilités objectives, vous les avez. C'est des probabilités définies a priori ou qui sont induites d'un échantillon. Au passage, d'ailleurs, la plupart des expériences sont faites à partir de probabilités objectives. Je pense à Kapman-Tversky et autres. Ils ont regardé les réactions sur des probabilités objectives. Alors, j'ajouterai à ça une deuxième signification, c'est l'interprétation subjective des probabilités objectives. Et c'est là-dessus que je reprends l'exemple de Kalman. Il y a, en quelque sorte, une dépendance du domaine d'interprétation
aux résultats attendus. Exemple, les dérives classiques données quand on fait une expérience avec l'attente de gain ou avec l'attente de perte. On va avoir des décalages dans le traitement de ces probabilités qui sont liées à l'attente. Et ça, effectivement, dans les exemples classiques de Tversky, Kalman-Tversky, vous avez une application. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, et récemment, il y a des travaux de Knudson-Greer, un article, il y en a d'autres, sur comment, de manière plus générale et de manière plus précise sur le cerveau, les émotions sont des facteurs déterminants des anticipations probabilisées. C'est-à-dire que c'est un travail très, très intéressant et plus complexe. Je le détaillerai tout à l'heure sur notamment sur l'effet sur notre cerveau des différentes mesures probabilistes, voire indicateurs qui sont utilisés. Aucun n'est neutre et on voit des réactions très intéressantes au niveau cérébral. Alors, dernier point, très intéressant parce que ça met en évidence un paradoxe, en quelque sorte, entre nos deux disciplines, économie et neurosciences. En dehors de toute probabilité objective et en dehors de toute conscience des probabilités rendues subjectives, transformées, il y a ce que j'appelle des probabilités personnelles. Alors, les probabilités personnelles, c'est un mécanisme du cerveau d'inférence statistique. C'est un mécanisme connu sur la base de ces expériences. Vous avez observé que 3 fois sur 4, ça faisait ça, ou 10 fois, et sur cette base-là, vous avez ce que j'appelle le bayésianisme cérébral, c'est-à-dire que, alors c'est assez drôle, bon, les lois bayésiennes, je pense que la plupart des étudiants les connaissent, en tout cas c'est dans les programmes, c'est des lois d'inférence statistique. D'accord ? Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que probablement notre cerveau, parfois à notre insu, à partir de nos expériences, traite les événements souvent de manière bayésienne. Et alors, c'est drôle parce que on est allé vers les neurosciences, les économistes, parce qu'ils observaient que les comportements, à partir de l'objectif, que les comportements n'étaient pas bayésiens. Alors, ils n'étaient pas bayésiens selon la définition des économistes. En revanche, d'où l'économie comportementale, en revanche, les neuroscientifiques disent « Ah, mais attendez, nous avons observé une forme de bayésianisme, qui ne suit pas exactement toutes les lois, mais d'inférence statistique qui est proche de... » Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, Nolan, et il y a un papier très récent de Méniel, Maheu, Dehagne, qu'on a publié, qui a été publié, mais on va le reprendre dans un qui est sur ces questions-là, à partir de l'information. Et alors, évidemment, tout ça est bien joli, qu'on ait un comportement cérébral bayésien, certes, mais quel est, dans ce cas-là, comment se définit l'échantillon ? Et l'échantillon varie. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, vous prenez des échantillons larges ou plus courts, et ça va changer. Et or, cette définition d'échantillon, elle n'est pas objective, elle est subjective. Et elle-même, elle peut être déterminée par des accidents, des moments de la vie, etc. C'est-à-dire, vous pouvez changer d'échantillon, et à ce moment-là, vous êtes rationnel dans ce sens, mais avec... il y a une transformation dans la durée. Ce sont des travaux extrêmement intéressants. Voilà pour les multiples significations des probabilités grâce aux neurosciences. Alors, reste la fameuse ambiguïté. Alors... Là aussi, comme je le disais au départ, et c'est une catégorie vraiment, c'est une catégorie elle-même ambiguë. Parce qu'il y a déjà une distinction à faire entre une ambiguïté proprement dite et quelque chose qui est plus complexe, qui est des niveaux de croyance. C'est-à-dire, vous avez des croyances de degré 1 et vous donnez subjectivement, ou au niveau des probabilités subjectives, des niveaux, des valeurs de croyance différentes à différents niveaux. Et ceci pose un problème très intéressant pour l'appliquer, car on a souvent confondu ambiguïté et volatilité. C'est-à-dire que souvent, on prend un indicateur de volatilité comme un indicateur d'ambiguïté. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, car il faudrait différencier la
le problème de la volatilité et le problème de l'ambiguïté elle-même. Le problème de la volatilité relevant davantage de niveau de croyance. Donc, bon, là, je vous laisse travailler sur des échantillons, mais c'est ce que les neurosciences mettent en évidence. Alors, évidemment, dernier point, tout ce travail de l'ambiguïté est elle-même porteuse de comportements et de nouveaux risques. Pourquoi de nouveaux risques ? Parce que, effectivement, on va avoir des comportements inattendus, et notamment, ce qui est très... Alors là, clairement mis en évidence dans les expériences comportementales, c'est que le cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Et qu'il va parfois choisir, et ça c'est intéressant pour les financiers, des hypothèses ou fait des choix de valeurs qui sont plus risqués, en fait, mais qui ne sont pas ambigus, sur lesquels la connaissance n'est pas ambiguë. D'où d'ailleurs, je reviens au papier de tout à l'heure, la volatilité est redoutable, car effectivement, elle va engendrer des comportements de fuite, alors que peut-être certaines valeurs étaient en réalité, en termes généraux, moins risquées. Mais il y a une aversion au risque de l'ambiguïté, et ça on le voit très très bien. Lorsqu'on a un titre ambigu et un titre risqué, il y a souvent une fuite vers le titre risqué, ce qui accroît, in fine, le risque. Bon, donc là, je demande, je n'ai pas à mettre en évidence des exemples, mais je compte sur vous pour les illustrer. Alors, dernier niveau, peut-être le plus récent, parce que vous voyez que les papiers que j'ai cités étaient plus anciens, on commence à se demander si le cerveau ne réagit pas lui-même, alors de manière plus complexe, non plus au risque lui-même, mais à sa mesure ou à ses mesures. Et on a repris les indicateurs classiques, mean, variance, skewness, et on a regardé les informations qui sont transmises au cerveau par ces indicateurs statistiques et qui, de ce fait, ne sont pas neutres. Par exemple, les indicateurs de distribution de probabilité variance skewness activent des circuits neuronaux qui sont distincts et qui sont, et ça c'est intéressant, indépendants des valeurs elles-mêmes attendues. En d'autres termes, si vous prenez les mêmes valeurs et puis que vous leur donnez, vous faites varier la variance ou le skewness sur des valeurs de fond de même prix, disons, eh bien vous avez des différences assez intéressantes à mettre en évidence. Donc, le cerveau réagit aussi aux mesures qu'il obtient sur ces valeurs, aux mesures, dans ce cas-là, objectives. Alors, les zones cérébrales qui sont associées aux émotions vont rentrer en jeu, le striatum, une partie du striatum qui est connue pour vous exciter, vous booster, et une partie de tout ce qui est insula, c'est la peur, l'angoisse, et par conséquent des réactions de retrait, c'est très net. Et puis vous avez quelque chose de très intéressant et qui commence à être mis en évidence, c'est l'asymétrie d'une distribution qui est mesurée par le skewness comme indicateur. Il augmente encore l'aversion au risque, c'est-à-dire que sur le même risque, le simple fait que vous aviez eu une asymétrie de distribution va rendre ce risque encore plus difficile parce qu'il crée effectivement une réaction négative du cerveau et qui est, elle aussi, qui peut être indépendante de la valeur des autres variables, variance et mean variance classique. Donc voilà, c'est un sujet plus récent, mais qui est, je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin, mais ce sont des choses qui sont aujourd'hui en cours et qui me semblent fort importantes pour les financiers. Alors je suis près de ma fin. Il me semble que je terminerai par quelque chose de plus classique, qui sont... En fait, c'est très rare, c'est peut-être la limite des expériences. Les expériences, on prend des étudiants, parce que c'est moins cher, si je m'excuse de le dire, et on leur dit, vous allez choisir entre ça et ça. Bon. Et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau dans le meilleur des cas.
Mais ce sont des gens qui font une expérience. OK ? C'est-à-dire, c'est une expérience, est toujours isolée. Après, on en fait peut-être 2, 3, mais ça ne va pas plus loin. Or, il y a un effet cérébral des prises de risques répétées. Or, les professionnels, c'est ce qu'ils font. Un trader, il prend des risques tout le temps. C'est son métier. Et donc, la question est, quel est l'effet sur le cerveau de la répétition des prises de risques et sur le fonctionnement cérébral des opérateurs. Alors, il me semble, et ça c'est aussi un point très important, il y a en quelque sorte 2 temps. Il y a un premier temps, on va prendre ceux qui sont vraiment les plus sollicités par les prises de risques. Vous me préciserez la catégorie, les traders. Alors, dans un premier temps, en répétant énormément, en plus, vous avez des choses, comme maintenant on travaille en continu, pratiquement, on ne dort pas beaucoup, etc. Il y a toutes sortes de... Alors, premier temps, il y a une accentuation de la pression du circuit de la récompense. C'est-à-dire que vous le répétez, il vous excite de plus en plus. Puis, dans un deuxième temps, quelque chose de très intéressant, qui est un affaiblissement des effets attendus du circuit de la récompense. Et ça a été mis en évidence par 2 auteurs il y a déjà un moment, je les ai cités, Coble-Moal, ils ont une sorte de papier, qui est, il y a un phénomène qu'ils ont appelé l'anti-circuit de la récompense. Alors l'anti-circuit de la récompense, on le voit d'ailleurs dans les phénomènes d'addiction, c'est que on n'a plus le même plaisir, on n'a plus le... Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la réaction comportementale à l'apparition de ce phénomène ? C'est de prendre plus de risques pour pouvoir retrouver, paradoxalement, le même niveau de plaisir de, entre guillemets, récompense. Et d'où des problèmes assez inquiétants qui sont des problèmes d'addiction cachée, mais qui sont des mécanismes d'addiction complexes. Alors, c'est amusant, je terminerai là-dessus. Il y a un auteur qui n'est pas rien, puisque c'est Baker, Gary Baker, qui était un champion de la rationalité, mais qui a écrit avec Murphy un papier tout à fait intéressant, car il a son actualité en neurosciences, mais à l'époque, ça n'existait pas, le papier date de 88. Il a trouvé un fondement, on trouve aujourd'hui un fondement neuronal à ce qu'il appelle l'addiction rationnelle. D'une certaine manière, avec le circuit de la récompense, l'opérateur qui va effectivement multiplier les opérations, il est rationnel par rapport à ce qu'il recherche. C'est le plaisir du reward. Et d'une certaine manière, ça valide l'hypothèse qui avait choqué d'une possibilité d'une addiction rationnelle. Et je classerais dans les addictions rationnelles ce type d'addiction au risque financier. Alors, bien sûr, et je n'ai pas le temps de le faire, j'ai déjà été trop long, tout ceci que j'ai décrit a énormément d'incidence selon des modalités variées au niveau des risques financiers macroéconomiques. C'est à réinterpréter pour voir quel effet, avec des hypothèses que je n'ai pas le temps de discuter, des hypothèses de mimétisme, parce qu'on n'est pas seul, on regarde ce que font les autres. Il y a dans le cerveau des parts qui sont latentes de ce que font les autres. Donc, vous rajoutez toutes sortes de couches à ce que je viens de dire et vous pouvez avoir un éclairage assez intéressant et plus complexe sur les risques financiers et les incertitudes de notre monde économique. Merci, j'ai été déjà un peu long.